15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Et tout de suite, donc, voici les titres. Le président du Niger donc est attendu ici à Djibouti. Et le chef de l'État condamne donc l'attentat criminel donc perpétré donc au palais royal de l'Arabie saoudite. Et la première femme présidente d'Afrique va céder donc sa place. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, condamne l'attaque criminelle dirigée contre le palais royal saoudien de Jeddah. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a condamné donc hier l'attaque terroriste et criminelle dirigée samedi contre le palais royal de Jeddah dénommé Palais de la Paix. Le palais a subi des tirs qui ont entraîné la mort de 2 gardes et celle de l'assaillant lui-même. Et dans un message transmis au roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, gardien des 2 lieux saints, le président de la République a qualifié d'attaque lâche, criminelle et barbare la prise pour cible du palais royal de Jeddah. Cette attaque ne va pas écorner l'image de stabilité et de sécurité intérieure qui prévaut dans le royaume frère et ami d'Arabie Saoudite, a écrit le président de la République. Djibouti rend hommage aux efforts constants déployés par le royaume frère et ami d'Arabie Saoudite pour sauvegarder la paix, la stabilité et la sécurité des citoyens et résidents du royaume, a poursuivi le président Guelleh. Puisse le Tout-Puissant mettre en échec les projets subversifs de ceux qui veulent porter atteinte à l'Arabie Saoudite et installer le chaos et l'anarchie, a indiqué le chef de l'État. Il a enfin présenté ses condoléances attristées aux familles, aux proches et aux amis des victimes de l'attaque terroriste. Le chef de l'État a par ailleurs adressé un message de félicitations au président ougandais. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc aujourd'hui, lundi, un message de félicitations à son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Dans le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a souhaité plein succès et réussite à M. Museveni, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami ougandais. Le président Guelleh a saisi donc cette occasion pour saluer l'engagement de l'Ouganda en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre nos 2 pays et nos 2 peuples, a-t-il poursuivi. Et le chef de l'État donc a également adressé aujourd'hui 2 messages de félicitations qu'il a transmis respectivement au roi d'Espagne, Sa Majesté Felipe VI, et au chef du gouvernement de ce même pays, Mariano Rajoy. Toujours en nouvelle nationale, peu après la visite du président indien Ram Nath Kovind, Djibouti attend le président du Niger, Issoufou Mahamadou. Le président du Niger, Issoufou Mahamadou, est attendu donc cet après-midi à Djibouti pour une visite de travail d'une journée. Le président nigérien, c'est la première visite à Djibouti, aura une rencontre avec le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Au menu des discussions donc doivent porter les questions relatives à la zone de libre-échange du COMESA. C'est pour nous également l'occasion de vous présenter le Niger, un pays avec qui nous partageons la francophonie, mais surtout l'islam. Le Niger est un pays de plus de 20 millions d'habitants. La suite avec Choukri Ali. Le Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest. Bordé par l'Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l'est, le Nigeria et le Bénin au sud, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest. Sa capitale et plus grande ville est Niamey, sur les bords du fleuve Niger. Avec une superficie d'1 267 000 km² pour une population de 20 600 000 habitants, le Niger a un taux de croissance démographique assez important. Les principales villes du Niger sont Niamey, Zinder, Maradi et Tessaoua. La langue officielle du Niger est le français. Les 10 langues des communautés constituant la nation nigérienne sont le Haoussa, le Zarma Songhai, le Tamashek, le Peul, le Kanuri avec 4,8%, l'arabe dialectal, le Boudouma, le Goulmansema, le Tassawak et le Toubou. Sur le plan économique, le Niger vit une sorte de boom économique, dopé par les investissements industriels en provenance de l'étranger, ainsi que par ceux consentis par les pouvoirs publics. Le Niger est un pays producteur d'uranium de plus en plus important, le 4e au monde. Ses autres ressources naturelles importantes sont l'or, le fer et le charbon.
Il possède également quelques gisements de gaz et de pétrole dont l'exploitation a démarré en 2011 et dont les volumes de production montent chaque année. Malgré les contraintes naturelles, le secteur rural occupe une place primordiale dans l'économie nationale. Sa contribution au PIB est de 41% et aux recettes d'exportation de 44%. En outre, il est le premier pourvoyeur d'emplois. L'agriculture, l'élevage et l'exploitation des ressources forestières, fauniques et halieutiques sont pratiquées par la très grande majorité des ruraux qui représentent 84% de la population totale. Et donc nous allons parler également du Niger avec Ali Abdullahi. Bonjour Ali. Bonjour, donc Ahmad. une présentation sommaire du Niger nous a été faite par Choukri Ali. Donc Ali, nous allons nous focaliser à présent sur un angle précis concernant le Niger. En quoi ce pays intéresse-t-il les grandes puissances, Ali? Le Niger, Ahmad, est un grand pays riche en minerais et surtout l'uranium. Il est le 4e producteur de l'uranium au monde. Les trois premiers producteurs donc étant dans l'ordre le Kazakhstan, donc d'une part, le Canada et l'Australie. Du fait que le pays a été placé sous tutelle de la France jusqu'à son indépendance en 1960, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'uranium donc représente 30% des ressources d'exportation du Niger, donc qui a pour capitale Niamey. Outre donc les Chinois, des sociétés canadiennes s'intéressent à ce pays quant à l'extraction de ce minerai stratégique. C'est à partir des années 70 que l'exploitation de l'uranium avait donc débuté, mais le pays n'a pas tiré grand avantage pour son développement économique. Le prix à l'heure actuelle étant donc très bas et contrôlé par la France. Merci Ali pour cette analyse. Nous allons également suivre bien sûr dans la suite de notre édition. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu donc ce matin dans son cabinet le directeur régional du FNIAP pour les pays arabes, Loua Shabana. Et donc le Premier ministre a souhaité la bienvenue au directeur régional du FNUAP qui était accompagné de la représentante du FNUAP à Djibouti, Madame Aïcha Ibrahim. Et les discussions donc ont porté sur l'apport des agences du système des Nations Unies qui jouent donc un rôle important concernant donc le processus de développement économique et social du pays. Sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue donc ce lundi. Et lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun. Ont également pris part à cette réunion les deux vice-présidents de la représentation nationale, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ainsi que les hauts cadres de l'administration parlementaire. La conférence des présidents s'est penché donc sur 5 projets de loi, à savoir le projet de loi portant sur les contrats d'infrastructures stratégiques, le projet de loi portant ratification de l'accord de financement du programme d'électrification durable à Djibouti, le projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre Djibouti et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour le financement additionnel du projet de réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Djibouti, le 4e projet de loi de finances rectificatif de l'État pour l'exercice 2017 et enfin le projet de loi portant ratification des conventions de prêt entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement pour le projet de construction et d'équipement de l'hôpital général Le Pelletier. Le président de l'Assemblée a expliqué que ces différents projets doivent être examinés dans les meilleurs délais. Santé à présent, conférence débat donc entre le ministre de la Santé, Dr Djama'il Miulkié, qui a entamé donc une tournée régionale qui a débuté dans la région d'Obok en compagnie du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et ce dans le cadre du lancement de la concertation nationale sur la question de la santé qui sera menée dans les 5 régions de l'intérieur et dans les 3 communes de la capitale.
Arrivé donc par voie maritime à la tête d'une importante délégation, le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport ont été donc accueillis chaleureusement par le préfet de la région, Hassan Dabelé, le président donc du conseil régional, Mohamed Ahmed, les élus locaux ainsi que de nombreux représentants des autorités civiles et coutumières de la région de Hayou. Après une pause donc au bureau de la préfecture, le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, et sa délégation sont arrivés donc sur les lieux de la conférence où l'attendait une foule immense et enthousiaste, au milieu de laquelle le ministre de la Santé et sa délégation se sont donnés à cœur joie au traditionnel bain de foule dans une ambiance de fête, de danse folklorique et de chants. Fidèle donc à son hospitalité légendaire, la population bokoise n'a donc pas failli à sa réputation en souhaitant aussi massivement la bienvenue à leur hôte de marque par des acclamations et par des ovations. Ce remarquable accueil traduit donc véritablement un sentiment général de satisfaction de la part des Obokois qui ont tenu à exprimer donc leur gratitude pour tout l'honneur fait donc à la région de Boko pour le choix à la première destination de cette tournée régionale du ministre de la Santé. Acclamé donc, le ministre de la Santé a rappelé dans son allocution que l'objectif de cette concertation citoyenne consiste à recueillir les besoins, les doléances et les aspirations des acteurs principaux de la société civile obokoise en matière de santé. Et au cours du débat qui a suivi, plusieurs personnalités de la société civile obokoise, mais aussi de simples anonymes, ont posé des questions qui traitaient entre autres de l'offre de soins et de leur accessibilité, de la couverture sanitaire, de la disponibilité des médicaments et de la facilité donc des évacuations sanitaires. Répondant à chacune des questions, le ministre de la Santé a apporté donc des éclaircissements nécessaires pour expliquer en profondeur les grandes lignes de la politique sanitaire menée par le gouvernement visant à l'amélioration optimale du bien-être de la santé de nos populations partout où ils se trouvent. Le ministre a indiqué également que toutes les doléances exprimées serviront de matrice pour l'élaboration des perspectives de développement sanitaire qui tiendra compte des spécificités géographiques, environnementales et socioculturelles qui existent entre nos régions. Et enfin, concluant son intervention, le ministre a rappelé que la mission principale de son département répond précisément aux directives transmises du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et avant de poursuivre dans cette édition, nous allons tout de suite retrouver l'appel à la prière de l'Asr et nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre édition. Donc nous parlions de la visite du ministre de la Santé dans la région d'Obok, et dans un mot qu'il a prononcé donc à cette occasion, le ministre de la Santé a rappelé en premier lieu les objectifs de la présente concertation citoyenne qui consiste à recueillir les besoins, les doléances et les aspirations, mais également les ressentis des acteurs principaux de la société civile obokoise en matière de santé. Nous écoutons le ministre. Itobokoi, Labusei, Kasale, Rakakai, Abouti, Undaneto, Hayushirigo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akemea Matini, Gadagaya. Ana Marsi, Ada, Hinna, Hayurakakai, Amatem. Hayu ke hayu shiri Magariti Yoktan. L'objectif de notre déplacement aujourd'hui de la capitale vers Obok est un objectif simple. Comme vous le savez, depuis 1 an et demi que je suis à la tête de ce département, dans lequel le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, m'a confié, nous avons mené plusieurs activités d'entretien, de réhabilitation, de dons de matériel, de renforcement des médecins, des médicaments, mais nous avons voulu aujourd'hui venir pour une chose simple, pour pouvoir rencontrer toutes les couches de la société de la région d'Obok, pour pouvoir discuter, échanger, parler et voir qu'est-ce que le département de la santé doit améliorer. Ce qu'il a fait, nous vous expliquerons ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, nous vous expliquerons nos perspectives, mais nous voudrons un feedback aussi de votre côté, ce qui est de votre devoir à faire, mais aussi ce qu'on doit améliorer. Nous voudrons qu'il y ait un dialogue entre les responsables du ministère de la Santé, à la tête moi, ainsi que mes autres cadres, et vous, la population. Vous êtes ceux que le président de la République nous a ordonné de servir. Nous sommes vos serviteurs. Dans ce cas-là, en tant que vos serviteurs, nous devons savoir si vous êtes satisfaits du travail que nous faisons ou si on doit améliorer. Si on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que nous aussi nous puissions prendre en compte et améliorer chaque jour ce que nous sommes en train de faire. Mon personnel de la santé sont là, toutes les composantes de la société ou de Obok sont là. Maintenant, le débat sera ouvert. Depuis ma prise au niveau du ministère de la Santé, nous avons essayé de renforcer le plateau technique. Nous avons essayé de renforcer le personnel médical. Mais nous avons essayé de renforcer aussi les médicaments. Il y aura une réhabilitation du système d'assainissement des postes de santé, mais aussi nous avons renforcé les parcs roulants, c'est-à-dire les voitures. Aujourd'hui, nous avons même envoyé des voitures à Aleli Dara. Nous avons amené aussi des nouveaux ambulances avec aussi des nouvelles voitures d'équipe mobile. Le département de la santé veut améliorer l'aspect sanitaire de la région de Obok et nous ne ménagerons aucun effort. Nous écouterons vos doléances et en fonction de vos doléances, nous ferons tout ce qui est possible.
Et en marge de son déplacement à Obok, le ministre de la Santé s'est entretenu donc hier dans l'après-midi avec l'ensemble des cadres locaux du parti RPP. En effet, c'est en sa qualité de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile que le docteur Jamal El-Merouki a engagé des discussions donc avec les responsables locaux de son parti autour des perspectives du RPP en l'approche des échéances électorales de 2018. L'objectif de cette rencontre partisane était d'instaurer un cadre de dialogue interne entre les instances dirigeantes et la base du parti, à l'image de l'université d'été que le parti RPP a tenu donc récemment au Palais du Peuple. À noter donc la présence du président de l'annexe d'Obok, Ahmed Ali Hamadou, qui a assisté donc à cette réunion au cours de laquelle Dr Jamal El-Merouki a exhorté les cadres locaux de renforcer davantage la diffusion des principes fondateurs et des valeurs intrinsèques au parti RPP qui sont fondés sur les idéaux de patriotisme, de civisme et d'unité qu'il a appelé à vulgariser à travers les différentes couches de la population. Plusieurs membres du comité local du RPP se sont exprimés donc tour à tour pour apporter leur point de vue sur les actions partisanes qui seront déployées à Obok. Le secrétaire national a rappelé donc le rôle crucial de chacun des cadres locaux dans leur contribution au rayonnement de la politique socio-économique menée par le président de la République pour l'émergence d'une société djiboutienne épanouie et solidaire. Au cours de cet important échange, le secrétaire national du RPP, Dr Jamal a noté donc les doléances des différents intervenants qu'il ne manquera pas donc de transmettre au comité exécutif du parti. Et avant de clore cette réunion exceptionnelle, le secrétaire national en charge de la société civile et membre du comité exécutif du RPP donc a demandé à tous les cadres locaux d'Obok de poursuivre l'ancrage du RPP dans l'affirmation de sa vocation première qui est celle d'être au service du peuple. Toujours aux nouvelles nationales, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et la représentante de l'UNICEF, Djanabou Mohande, ont remis aujourd'hui un lot de plusieurs dizaines de milliers de kits scolaires aux directeurs des établissements scolaires de l'enseignement de base. Cette cérémonie s'est déroulée au Kripen. Et de nombreux officiels du MENFOP et les directeurs donc des écoles de base ont pris part à la cérémonie. La représentante de l'UNICEF, Djanabou Mohande, a réitéré donc l'engagement de son agence à assurer le droit à l'éducation des enfants. Pour ce faire, a-t-elle déclaré, l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec l'accompagnement des familles vulnérables à assurer le droit à l'éducation de leurs enfants. Elle a conclu en réitérant l'engagement de l'UNICEF à soutenir les efforts du gouvernement pour assurer à tous les enfants une éducation gratuite, obligatoire et de qualité. Plus généralement, il faut rappeler que ces opérations de distribution de kits scolaires sont devenues une tradition depuis plusieurs années. L'UNICEF assure l'octroi de kits aux enfants de première jusqu'à la 3e année, jusqu'à la 9e année dans le nouveau jargon. Les ménages les plus démunis y trouvent un soulagement de taille en ces périodes de fortes dépenses scolaires. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'UNICEF à l'occasion de cérémonie de remise officielle des kits scolaires. Ce moment est tout aussi important pour le ministère que pour les élèves car elle concrétise la politique de gratuité de l'enseignement primaire à Djibouti. En effet, grâce aux efforts fournis par le gouvernement, l'enseignement primaire est aujourd'hui gratuit pour tous les enfants à Djibouti. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons un réel plaisir, Monsieur le ministre, de vous remettre ce lot de 38 000 kits scolaires destinés aux élèves des écoles primaires publiques du pays. Je voudrais saluer encore une fois l'engagement politique et vos efforts à faire de l'éducation une priorité en assurant que tous les enfants, indépendamment de leur sexe, de leur origine, du contexte socio-économique ou des circonstances, aient accès à une éducation gratuite, obligatoire et de qualité. C'est aussi une occasion ici pour honorer les enseignants et les enseignantes pour leur dévouement au quotidien auprès des filles et des garçons pour assurer une éducation de qualité et assurer ainsi l'avenir du pays. Excellences, Monsieur le ministre, je profite de cette opportunité pour réaffirmer l'engagement de l'UNICEF à travailler à vos côtés pour accélérer les efforts visant à faire du système éducatif djiboutien l'un des plus performants de la région et du continent.
Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, a rappelé l'intérêt de la distribution de ces matériels scolaires composés de cartables, de cahiers, de stylos, gommes, qui vont soulager les bourses des familles démunies pour cette rentrée scolaire. Il a exprimé également ses sincères remerciements à l'UNICEF pour cette généreuse donation. On l'écoute. Le gouvernement djiboutien ne ménage pas ses efforts justement pour rendre possible à ce que chaque enfant djiboutien puisse avoir une scolarisation. Et pour cela, à sa tête, la plus haute personnalité du pays, en l'occurrence le président de la République, qui ne ménage donc aucun effort pour non seulement permettre à cet enfant djiboutien d'avoir une école, mais également un enseignement de qualité. Et le ministère qui est donc en charge de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, lui aussi redouble chaque année les efforts pour rendre cette réalité possible. Donc c'est vrai que ce kit scolaire qui paraît à première vue quelque chose de très simple a quand même, si vous voulez, une grande importance dans la scolarisation des enfants, puisque, comme vous le savez bien, et surtout pour les enfants issus de familles pauvres, des familles défavorisées, c'est un poids en moins. Parce qu'on sait que la rentrée scolaire, elle a toutes ses charges. Le fait que déjà ces enfants reçoivent, si vous voulez, un ensemble quand même des matériels, des fournitures scolaires, c'est un point en moins, c'est une difficulté en moins. Et pour cela, aussi bien le gouvernement djiboutien, également l'UNICEF, nous encourageons, nous félicitons pour justement par le fait de venir aux besoins de ces personnes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samriye, a reçu ce matin dans son cabinet une importante délégation du gouvernement yéménite conduite par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Mohamed Abdelwahid Al-Moutaimi. Le ministre a tout d'abord souhaité la bienvenue à cette délégation yéménite qui comprend également des hommes d'affaires conduits donc par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué le renforcement des liens de coopération et les relations fraternelles et historique entre Djibouti et le Yémen. On a reçu une importante délégation yéménite conduite par le ministre du Commerce, accompagné de plusieurs responsables, notamment des commerçants. L'objectif de cette réunion était la facilité de la main-d'œuvre entre la République de Djibouti et le Yémen. Donc nous avons discuté en long et large. Nous avons également mentionné que nous, à Djibouti, nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine, qu'on a beaucoup de partenariats, des transferts de main-d'œuvre, donc au Qatar, en Arabie Saoudite, et récemment il y a un protocole d'accord entre notre ministère du Travail et le ministère du Travail de Koweït pour l'envoi de professeurs. Donc nous avons pas mal d'expérience dans ce domaine, et voilà donc le peuple yéménite, que nous sommes un peuple ami et frère, qui veulent maintenant s'associer à nous dans le cadre de transfert de la main-d'œuvre djiboutienne, mais également de la main-d'œuvre yéménite vers Djibouti. Nous avons donc décidé qu'un premier draft soit traité par des experts de deux parties, et donc une fois que donc, le draft sera finalisé, les deux ministères vont signer et parapher. Donc on a le pays du Yémen, un pays proche, frère, ami. On est prêt à mettre à leur disposition notre expertise. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Donc nous allons nous rendre au Libéria, où une élection présidentielle donc est prévue demain. Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente d'un pays d'Afrique, va céder sa place. Effectivement, Ahmed, Ellen Johnson Sirleaf, qui sera son remplaçant. Les Libériens sont appelés demain pour choisir qui lui succédera. Et cette femme donc a su mettre le pays sur la voie du redressement économique après des années de guerre civile. 20 candidats se présentent donc, parmi lesquels le vice-président Joseph Nyouma Bouaké du parti donc de l'unité et
l'ancien footballeur Georges Weah, sénateur et membre du Congrès pour le changement démocratique, font figure de favoris. Aucun candidat ne paraît cependant en mesure de l'emporter dès le premier tour et un second tour devrait être organisé dans un délai d'environ un mois. Élue en 2005, réélue en 2011, Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain, lauréate du prix Nobel de la paix, aujourd'hui âgée de 78 ans, elle a de nombreuses réussites à son équipe. Donc, le souvenir de la terreur répandue Ahmed pendant les guerres civiles de 1989 à 1996, puis de 1999 à 2003, reste donc très vif, même s'il commence à s'estomper. Charles Taylor, le chef de guerre qui a dirigé ce pays pendant les années sombres de son histoire, purge pour le moment une peine de prison, une perpétuité donc une prison britannique, de réclusion donc à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de terrorisme, pillage, vol, viol et meurtre. Et en Syrie, donc les combattants djihadistes de l'État islamique risquent totalement, Fardous, d'être déboutés de la ville d'Al-Raqqa, l'une de leurs derniers bastions. Tout à fait, donc les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes soutenus par Washington s'approchent de la ville d'Al-Raqqa. Ces forces avaient lancé l'offensive sur la province fin 2016 et sont parvenues en juin à briser le verrou de son chef-lieu. Elles ont déjà reconquis 90% de l'ancienne capitale de l'État avec l'appui des frappes aériennes de la coalition internationale emmenée par les États-Unis, mais les djihadistes arméniens tiennent toujours un dernier centre dans cette ville. Les combats restent féroces et les djihadistes utilisant des tireurs embusqués et des kamikazes pour entraver l'avancée des forces kurdes. Déclenché en 2011 par la répression des manifestants pacifiques par le régime donc de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de pays étrangers et de groupes donc extrémistes sur le territoire de plus en plus morcelé. Cette répression du régime avec l'appui des Russes, des Iraniens et des milices chiites ont fait près de 500 000 morts et 12 millions de déplacés et de réfugiés à travers le monde. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.